Bon, je vais peut-être commencer juste pour vous dire bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir, de vous avoir connecté et puis de vous demander de bien éteindre votre micro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On sera plusieurs à garder un œil sur le chat et à vous poser vos questions tout à l'heure. Si jamais on n'a pas vu passer une de vos questions, n'hésitez pas à la reposer. Et voilà. Donc, nous avons organisé ensemble avec la direction ce webinaire sur les enfants et les réseaux sociaux. Suite à plusieurs messages de parents du niveau de fin de petit collège, mais début de collège, qui nous ont posé des questions, des remarques sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, on a eu une réunion avec certains parents délégués. On en a parlé à plusieurs reprises avec la direction et le constat est donc le même. Les réseaux sociaux, c'est un monde formidable qui nous permet évidemment d'échanger et de rester en contact, mais en même temps, c'est un monde numérique avec ses propres codes et ses dangers. C'est à nous, parents, avec l'école bien sûr, de guider nos enfants et de leur donner des règles et un cadre, parce que ce n'est pas un monde comme le monde réel, enfin le monde sans écran. Et donc, je remercie vraiment Monsieur Parent, Monsieur Chevalier d'être présents ce soir. Euh, Ils ont accepté de faire une petite présentation de la vie, enfin des réseaux sociaux et de ce qui se constate à l'école comme difficulté, comme cas pratique. Et donc, on va peut-être commencer par ça. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Parent, Monsieur le Chevalier. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Micheline. Merci beaucoup d'organiser cette présentation sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est effectivement un élément essentiel de l'éducation aux médias et que cette éducation et au bon usage des ressources numériques, cette éducation, elle se fait à l'école, elle se fait en famille et elle est absolument indispensable. Donc, on va organiser cette conférence en plusieurs temps. Avec Gauthier Le Chevalier, on va vous faire donner quelques exemples, voilà, très concrets de ce qui peut se passer quand les réseaux sociaux que à peu près tous les élèves utilisent à partir d'un certain âge sont mal employés. Pour vous dire ce qui se passe à l'école alsacienne concrètement. Et puis ensuite, Jacques Hainaut nous présentera les aspects à la fois liés à la loi et puis au mauvais usage possible d'une manière beaucoup plus générale. Et Axel de Saint nous proposera des solutions et des bonnes pratiques à mettre en œuvre en famille pour essayer de réguler tout cela. Peut-être, Gauthier, je te laisse la parole pour commencer par ce qui se passe en primaire. Merci Brice. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, on pourrait se dire que c'est surprenant de parler des réseaux sociaux en primaire. Nous, on est à chaque fois encore surpris d'avoir à régler des histoires liées aux réseaux sociaux, mais c'est fréquent. C'est de plus en plus fréquent et ça fait partie des sujets qui vous préoccupent, qui nous préoccupent, nous, dans les classes, parce que euh, très rapidement, c'est un sujet qui va concerner toute la classe, parce que quand il y a eu un incident, les élèves s'en parlent dans les cours de récréation et très vite, ça revient dans des moments de régulation que peuvent mener les professeurs. Alors, de quoi il s'agit? Moi, j'ai choisi trois exemples qui sont courants. Le premier, c'est l'utilisation de la messagerie instantanée. Vous savez, nos élèves sont dotés d'adresses électroniques qui leur permettent, dans certaines circonstances, dans l'enceinte de l'école, de travailler, mais ils peuvent l'utiliser en dehors de l'école. La messagerie instantanée, c'est que un élève peut écrire
à un autre, à un groupe d'élèves, à toute une classe, voire à tout un niveau. Ce qui lui passe par la tête, et c'est souvent ce qui lui passe par la tête sans passer par la réflexion, et ça a des impacts. On a eu, et bien avant aussi la période liée au confinement, où on a développé l'usage de ces outils, où on a eu besoin de ces outils pour travailler ensemble et pour que les élèves restent en contact grâce à votre présence aussi avec l'école. Mais avant la mise en place de l'école à distance, ces phénomènes existaient. Dans le cadre du messagerie instantanée, en général, les élèves qui écrivent, plutôt même les enfants, hein, qui écrivent seuls, sans contrôle d'un adulte qui veille à leur bonne utilisation de l'écran, commencent souvent par écrire une gentillesse, salut à tout le groupe, et puis très rapidement, c'est ah, et toi, pourquoi tu réponds jamais? Mais c'est comme ça depuis longtemps. Ah, mais elle est vraiment pas sympa. Et puis ça dérive et ça arrive très vite par l'utilisation de grossièreté parce que tout d'un coup, on peut écrire quelque chose sans avoir un adulte qui intervient et ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts parce que c'est très vite, t'es gros, t'es grosse, t'es pas beau, t'es pas belle, t'es moche, tu pues. Et c'est très désagréable à recevoir. C'est souvent, on n'est pas du côté du harcèlement, hein. C'est une fois, c'est envoyé de sa chambre et on imagine que ça arrivera sur l'écran d'un enfant, mais on ne sait pas du tout comment c'est réceptionné, mais quand on l'écrit, mais c'est très mal réceptionné. Et heureusement, très vite, on peut intervenir. On intervient, on régule, mais on doit y revenir très régulièrement. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est nos élèves, souvent en classe de 7e, commencent à être dotés d'un téléphone. Et les familles équipent souvent leur enfant de leur ancien smartphone. Au moment où ils en changent, c'est l'occasion de donner un smartphone parce que les parents ont d'abord besoin d'entraîner les enfants à faire des trajets seuls entre le domicile et l'école. Et donc, c'est assez confortable de se dire on peut s'assurer que son enfant est bien parti, qu'il est bien arrivé au bon endroit. Et ça, c'est totalement légitime. Mais avec le smartphone, très rapidement, les enfants vont utiliser des applications qui étaient sur le téléphone d'un de leurs parents. Et souvent, ils vont utiliser WhatsApp parce que c'est pratique. Le camarade a WhatsApp, un autre. Et ce qui est très séduisant pour les enfants dans WhatsApp, c'est de pouvoir créer un groupe. On crée un groupe, et quand il y en a un qui crée un groupe, très vite, on se rend compte qu'on peut inviter ses camarades. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y en a un qu'on ne veut plus inviter dans le groupe. On le supprime. Déjà, c'est un premier effet. Et chez des enfants de 9 à 10 ans, on ne mesure pas l'effet que ça peut avoir que d'être exclu du groupe. Et pareil, comme on peut avoir dans la messagerie instantanée, on peut avoir un certain nombre d'utilisations qui sont fort désagréables autour de la critique d'un camarade ou d'un autre. Et ça existe, bien sûr, j'imagine qu'on en entendra parler tout à l'heure, de façon beaucoup plus fréquente chez des élèves qui sont au collège et au lycée, mais ça existe déjà chez des élèves du niveau primaire. Troisième exemple, c'est un exemple qu'on a eu l'année dernière, l'automne dernier, une soirée pyjama qui a lieu dans une famille, des enfants de 8e. On utilise le téléphone d'un des parents pour faire des photos et les enfants sont en pyjama et on poste des photos sur l'Instagram d'un des parents et on voit, et c'est là qu'un des parents dont l'enfant est invité voit leur enfant en pyjama. Et comme c'est sur Instagram et qu'il y a plein de gens qui voient ça sur Instagram, on ne se rend pas compte que la photo qui avait un caractère privé se retrouve envoyée à tout un tas de personnes. Et ça, les enfants n'en ont évidemment aucune idée. Ils imaginent que c'est restreint à un tout petit groupe et ils n'imaginent même pas, d'ailleurs, que la photo serait vue par d'autres que ceux qui pourraient être concernés. Donc voilà des petites choses qui sont très simples, mais qui sont fréquentes aujourd'hui chez des élèves
7e et 8e. Et l'école est régulièrement amenée à devoir intervenir sur des événements liés aux réseaux sociaux qui se sont déroulés complètement à l'extérieur de l'école. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir en primaire. Merci beaucoup Gauthier, merci pour cette présentation au primaire. Moi j'enchaîne sur ce qui peut se passer au collège et au lycée pour dire avant tout que évidemment tout ce qu'on va dire ce soir c'est pas pour avoir un discours uniquement négatif sur les réseaux sociaux. Ça a tout un tas de vertus, de mettre en lien les élèves, de mettre en lien les adultes, la famille, etc. Mais il faut être vigilant et c'est pas pour rien qu'ils sont interdits normalement au moins de 13 ans. Mais je laisse Jacques Hainaut vous aborder ce point-là. Moi, je voudrais juste vous donner 3 exemples qui effectivement m'ont amené à intervenir. Il y en aurait beaucoup d'autres, c'est-à-dire que nous sommes sollicités par certaines familles qui voient certains débordements et évidemment, dans le cadre du règlement de l'école, on peut tout à fait soit simplement voir les élèves réguler les choses, soit aller jusqu'à prendre des sanctions parce qu'il y a quelque chose qui est grave. Premier point que je voulais aborder, c'est le fameux WhatsApp de classe. Pendant très longtemps, j'ai parlé aux parents d'élèves en début d'année des fameux dîners de classe, qui était une institution. C'était une manière pour les élèves de dire qu'ils organisaient chez tel ou tel une sorte de dîner convivial et les parents se disaient c'est merveilleux, nos enfants vont socialiser, sympathiser, etc. Il va y avoir des couverts, ça va être très sage. Et en fait, cette appellation un peu fallacieuse cachait le plus souvent des fêtes avec alcool et d'éventuels débordements. Voilà. Bon, pour les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les élèves expliquent facilement à leurs parents que le WhatsApp de classe est l'outil indispensable qui leur permet de travailler et que sans lui, ils ne peuvent rien faire, et même que c'est une sorte de demande de l'école alsacienne que de créer le WhatsApp de la 6e 1, le WhatsApp de la 6e 2, etc. Et que sans cela, vraiment, il est impossible de fournir le moindre travail. Donc, très clairement, nous ne demandons absolument pas aux élèves de créer des groupes sur les réseaux sociaux qui leur permettraient de travailler. D'une part, parce que, comme je viens de le dire, les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Jusqu'à 16 ans, il faut l'accord des parents. WhatsApp est interdit aux moins de 16 ans. Et ensuite, raison plus importante encore, ils peuvent très bien travailler sans cela. Ils ont toutes les informations nécessaires qui leur sont données par les professeurs, ils ont école directe, et puis en cas de besoin, ils ont le mail de l'école alsacienne qui a pour avantage d'être surveillé, c'est-à-dire qu'en cas de souci, nous, on peut, évidemment, on fait ça dans un cadre très, très normé, et c'était extrêmement rare, mais si jamais il y avait un problème, on peut tout à fait aller regarder ce qui s'est passé, comme on pourrait le faire sur un email professionnel. Donc voilà, c'est un vrai outil de travail et ils ont tous les outils de travail nécessaires. Pour vous donner un exemple concret, récent, donc j'ai pas, pour les autres exemples, j'ai des captures d'écran. Pour celui-là, j'ai préféré ne pas en mettre, mais un exemple qui s'est passé sur le niveau de 5e il y a quelques semaines et qu'on a traité. Il y a une élève qui a publié sur un groupe classe pour commencer des échanges qu'elle avait pu avoir avec une personne non identifiée, mais qui était ces échanges comportaient une certaine violence dans les propos, une grande vulgarité dans les propos échangés, pas de sa part, elle se défendait, peu importe, c'était sur un autre réseau social d'ailleurs, sur Instagram.
Et ça, c'est un premier danger, c'est qu'au travers d'Instagram, on peut, ou de n'importe quel autre réseau social, on peut être mis en contact avec des inconnus, et qu'il y a donc une surveillance qui est nécessaire de la part des parents, une vigilance. Voilà. Et puis, cette conversation, elle a publié en demandant un petit peu de l'aide à ses camarades, mais du coup, elle met en contact avec tout un groupe classe, enfin, elle met tout un groupe classe en contact avec des réalités, des préoccupations qui sont pas du tout de leur âge. Un autre exemple, c'est que de la même manière, un groupe, alors cette fois-ci, carrément un groupe de niveau, groupe du niveau 5e. Il n'y a pas tous les 5e, hein, mais il y en a quand même un bon nombre. Groupe de niveau 5e sur WhatsApp, et au détour d'une conversation, l'élève invite ses camarades, enfin, non, n'invite pas explicitement, mais évoque l'existence de vidéos gore. Et donne les moyens de trouver ces vidéos. Donc, comment sur Internet regarder des vidéos assez terribles. Hein. Voilà. Et puis, il y a une conversation qui s'engage avec beaucoup d'élèves qui réagissent, qui disent « Oh là là, mais c'est dégoûtant, etc. etc. » Bref, là, on est vraiment dans un outil qui est présenté, enfin, dans un faux outil qui est présenté aux parents comme étant quelque chose pour travailler et qui est complètement détourné, évidemment, avec des messages qui peuvent se produire tard, voire au milieu de la nuit. Ça, c'est le premier exemple dont je voulais parler. Le deuxième exemple dont je veux vous parler, c'est la question des nudes, parce que je pense que les parents n'imaginent pas tout à fait ce phénomène, et je veux juste en dire quelques mots. Je vais vous présenter la slide juste après, mais je vous explique d'abord. C'est une pratique assez courante parmi les jeunes, et assez jeune, hein, que de demander à quelqu'un qu'on aime bien une photo de lui dénudé. Moi, j'ai eu à traiter ça à plusieurs reprises. Ça peut être voilà, un élève qui envoie ça à quelqu'un d'autre. Évidemment, l'idée, c'est de le garder secret, mais ça peut ensuite circuler assez facilement. Et les élèves n'imaginent pas voilà, que ça puisse circuler, et n'imaginent pas à quel point ça peut être dangereux que d'envoyer une telle photo. Un autre, et donc ça, c'est quand c'est envoyé volontiers, mais il peut aussi y avoir des demandes d'une photo de ce type-là. Et c'est l'illustration que je vais vous présenter. Donc, c'est un échange par, je pense que c'est WhatsApp, mais j'en sais rien, de demandes de nude assez imagées, on va dire, avec des emojis qui décrivent précisément le pourquoi de la demande. Je précise que j'avais discuté avec les parents à l'époque, d'accord sur le fait que je puisse diffuser à titre de prévention cet échange. Voilà, bon, bref, tout ça est rentré dans l'ordre, on a fait ce qu'il fallait, on a vu les élèves, on a discuté, c'était une sorte de pari, etc. Bon, peu importe le contexte, mais simplement pour vous dire, et là on est en 5e, hein, donc simplement pour vous dire que très jeune, les réseaux sociaux peuvent mettre les élèves dans des situations évidemment extrêmement embarrassantes, et qu'il y a une discussion qui est nécessaire avec eux sur ce type de mauvais usage qu'ils peuvent en faire, parce qu'ils ne se rendent pas compte. Et quand j'ai discuté avec tous ces élèves, notamment sur l'envoi de photos nues, je leur ai demandé, mais est-ce que, ils étaient très jeunes, hein, 5e, 4e pour l'autre situation, est-ce que vous seriez montrés l'un à l'autre dans une même pièce dénudés? Ils m'auraient dit, bah, jamais. Sauf qu'en fait, ça serait peut-être moins grave que d'envoyer une photo de soi comme ça, parce qu'après, elle peut durer très longtemps et circuler. Il y a cette publicité, hein, aussi qui me semble assez bien, qui doit être de Grande-Bretagne, je crois, je ne sais plus, et qui montre aussi qu'il y a peu de prévention sur ce sujet en France. Dernier aspect des choses, quand on en arrive au harcèlement, parce que voilà, les réseaux sociaux peuvent aussi conduire à ça et peuvent amplifier des phénomènes de harcèlement. Alors, je vous évoque un cas
qui est sans doute le cas le plus embêtant que j'ai eu à traiter. Il y en a beaucoup d'autres, mais assez légers, et puis on arrive à... Voilà. Là, c'était quand même d'une grande férocité, fait au départ pour s'amuser, hein, comme toujours, mais voilà, on a quelqu'un qui est la cible de moquerie, et les réseaux sociaux vont amplifier le phénomène. Et donc, c'est des jeunes filles qui avaient créé un groupe, des jeunes filles de troisième qui avaient créé un groupe qui s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelle, vous allez voir sur la diapositive, oui, Vive les vagins, voilà. Et ce groupe était destiné ou s'est transformé en groupe destiné à se moquer d'un camarade. Mais quand je dis se moquer, c'est en dire énormément de mal. Et une fois qu'elles avaient commencé, elles ont invité le camarade dans le groupe parce qu'évidemment, ce qui est amusant avec beaucoup de guillemets, c'est que la personne désignée voit les différents messages. Donc voilà ce que ça donnait. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Mais pour vous dire que ça peut être très violent. Là, en l'occurrence, bon, l'élève était assez tranquille par rapport à tout ça. Évidemment, on a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire non pas un conseil de discipline, mais on aurait pu, on s'est posé la question, mais un conseil de classe extraordinaire avec des sanctions fortes parce que ça nous avait semblé inadmissible. Et puis voilà, je ne vous donne pas évidemment l'ensemble des autres éléments, mais des pages comme ça, il y en avait beaucoup. Et pour dire que ça peut être grave, à l'école, on a la chance qu'il n'y ait pas eu de choses plus graves que ça, mais ça peut l'être et qu'il faut une vigilance et surtout un apprentissage, parce qu'à chaque fois, moi, ce que j'observe, c'est que les élèves ne se rendent pas compte, parce que c'est virtuel, à quel point ça a des conséquences dans le réel et que c'est notre rôle d'adulte de bien leur expliquer que ce qui est virtuel peut être aussi dangereux et faire aussi mal, voire plus mal encore, que des conversations de cours de récréation. Voilà, moi j'en ai terminé sur les exemples de l'école alsacienne et je vous laisse la parole. Jacques, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, il me revient le triste rôle, effectivement, de vous présenter un petit peu tous les réseaux sociaux utilisés par les jeunes et les dangers qui peuvent y encourir. Donc, je suis journaliste spécialiste des nouvelles technologies. J'ai écrit des livres sur justement l'impact des nouvelles technologies des écrans sur l'éducation des enfants et j'interviens régulièrement entre 50 et 70 fois par an devant des enfants à partir du primaire, des collégiens, des lycéens, devant des parents sur ce thème. Alors, d'abord, quels sont les réseaux sociaux préférés des jeunes et les risques qu'ils peuvent y encourir? J'ai inclus dans les réseaux sociaux YouTube, qui pour moi est une encyclopédie visuelle où les enfants peuvent découvrir beaucoup de choses. Un des problèmes de YouTube, c'est que ça peut servir à la propagation de fake news, de fausses nouvelles, donc ils peuvent être influencés de façon assez négative sur l'actualité. L'algorithme est extrêmement addictif de YouTube. L'algorithme de YouTube est extrêmement addictif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que YouTube va en permanence regarder ce que nous aimons sur YouTube et il va nous proposer des vidéos du même genre. Et donc, à la fin d'une vidéo, en général, nous n'avons même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il y a une autre vidéo qui démarre automatiquement et cette vidéo, elle est faite pour nous plaire, elle a été choisie pour nous plaire et donc on va y passer du temps, etc. Autre réseau social extrêmement adoré par nos enfants, c'est bien sûr Instagram, qui est également une application gratuite que j'ai surnommée l'application des gens heureux, car sur Instagram, tout est beau. Et donc, on va y passer du temps également. On va croire qu'on a une vie un peu nulle. Donc, on peut commencer un petit peu sombrer dans une sorte de mini-dépression si on passe trop de temps sur Instagram. Ce n'est pas moi qui le dis, mais tous les spécialistes que j'ai interviewés à ce sujet. Sur Instagram, tout est à vendre, y compris des corps, y compris, voilà, et on peut se vendre. Et vous avez des lycéennes, des lycéens qui parfois se prostituent via Instagram. Et ça concerne tous les milieux.
Quand vous interrogez des spécialistes de la prostitution infantile, de la prostitution des jeunes adultes, ça concerne vraiment tous les milieux. Et aucun milieu est un adulte, et il ne faut pas croire qu'à l'Alsacienne, on pourrait être à l'abri de ce genre de comportement. On peut tomber sur Instagram sur des contenus limites. Il n'y a pas de nudité sur Instagram, mais il y a des choses qui s'en rapprochent. Et il peut y avoir des contenus qui sont parfois très explicites sur certaines pratiques sexuelles. Instagram peut être utilisé à des fins de harcèlement. Et M. Parent a effectivement rappelé les dangers du harcèlement. Pourquoi est-ce que le harcèlement peut être dangereux? Parce que voilà, on se moque en général de quelqu'un qui est différent dans la classe. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, sur les nouvelles technologies, ça va passer effectivement par les réseaux sociaux, par l'email, par la messagerie instantanée, par les blogs, etc. Ça commence dans une classe. Ça s'étend à toutes les autres classes du même niveau. Ça peut s'étendre à toutes les classes de l'établissement scolaire, du collège ou du lycée. Ça peut même s'étendre à d'autres établissements scolaires. Donc, ça finit, l'enfant est harcelé par des dizaines, voire des centaines de personnes. Donc, quand on est harcelé par des dizaines, voire des centaines de personnes, on croit que c'est de sa faute. Donc, on culpabilise. On ne trouve pas la sortie. Parce que si on culpabilise, on n'ose pas en parler à quelqu'un, à un adulte, etc. On ne trouve pas la sortie. Alors, dans des cas extrêmes, heureusement très rares, mais ça peut arriver et il faut en être conscient, ça peut aller jusqu'au suicide. Et en général, ce qui est la porte de sortie que l'on trouve, c'est que l'on devient un harceleur, quelqu'un d'harcelé devient à son tour harceleur. Et donc, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Quelqu'un de harcelé devient harceleur, etc., etc. Donc, c'est pour ça que pour arrêter le cercle vicieux dès le départ, il faut, dès qu'on constate un harcèlement, prendre le taureau par les cornes et s'emparer de la chose. Et puis aussi, l'algorithme est addictif, on va le voir pourquoi. TikTok, c'est le petit, on peut appeler ça le petit théâtre de poche, c'est-à-dire qu'on peut transformer sa vie quotidienne en quelque chose un peu fantastique, voilà, tout ce qui nous semble un peu anodin, comme ces chats ou les petits exploits qu'on peut faire à vélo, etc. On peut les transformer en exploits sur TikTok. Il y a une controverse sur l'utilisation des données sur TikTok, car TikTok appartient à un groupe chinois. Donc voilà, il y a différents experts qui disent que peut-être que le gouvernement chinois peut avoir accès à ces données, d'autres non, etc. On pense aussi que TikTok peut être visionné par des pédophiles. Et également, l'algorithme est très addictif. On va voir pourquoi tout à l'heure. WhatsApp, c'est la messagerie instantanée. Donc, c'est la messagerie instantanée utilisée par tous les jeunes aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit, effectivement, il y a des groupes qui se créent, officiellement des groupes de travail qui se créent dans toutes les classes, mais ça sert souvent à échanger la blague du jour ou autre joyeuseté. Et effectivement, WhatsApp peut être utilisé à des fins de harcèlement, alors d'un groupe sur un enfant, d'un enfant sur un autre enfant, etc. Plein de choses possibles. WhatsApp, c'est le royaume de l'éphémère. Donc, c'est une application gratuite qui permet de partager des photos et de vidéos. Vous pouvez choisir au bout de combien de temps cette photo que vous partagez avec vos amis peut disparaître, cette vidéo. 1 seconde, 10 secondes, voilà, etc. Et donc, effectivement, WhatsApp est Snapchat est très utilisé pour le partage de ce que M. Parent appelle les nudes. Donc, effectivement, des photos dénudées. Donc, mettez-vous la place d'un adolescent et d'une adolescente qui sont amoureux l'un de l'autre. Voilà, il se trouve que l'adolescent garçon, à un moment, va être travaillé un peu par ses hormones. Et il va demander à sa petite copine, si tu m'aimes, envoie-moi une photo de toi, comme ci, comme ça. Les filles ne sont pas bêtes, elles sont même plus intelligentes que les garçons à cet âge-là, et elles commencent par dire non. Mais les garçons à cet âge-là, je suis désolé de le dire, sont un peu des bœufs, ils vont insister lourdement. Et la jeune fille, voilà, un petit peu lassée, va dire bah, d'accord, je vais t'envoyer une photo sur Snapchat, c'est sécurisé, puisque de toute façon, ça disparaît au bout de quelques secondes, etc. Et puis je l'aime bien, je peux lui faire confiance, etc. Patatras, il existe différents moyens, et je ne sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent, donc je ne veux pas donner de mauvaises idées à ces jeunes. Il existe différents moyens de conserver les photos qui sont échangées de façon éphémère sur Snapchat, et donc les garçons de cet âge-là aiment bien montrer leur trophée de chasse à leurs copains, et donc le lendemain, il y a une forte chance que ça se retrouve dans la cour de récréation. Et puis les amours adolescents étant ce qu'ils sont, ça peut se terminer par une séparation. Et parfois, les garçons sont pas. Dans 99,9% des cas, la séparation se passe bien, et puis 0,1% des cas,
où 0,01% des cas, ça se passe mal et le garçon veut se venger. Et donc, une des modes de vengeance, c'est de partager les photos de nudes qu'il a eues de sa petite copine, son ex-petite copine, et les projeter sur Internet, les diffuser sur Internet. Voilà. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, je ne viens pas là pour diaboliser une nouvelle technologie, mais il faut avoir conscience de ce que ça peut arriver. Je suis déjà intervenu dans un établissement scolaire où une jeune fille s'était suicidée à la suite de diffusion de nudes par son ex-petit copain. Et puis, bien sûr, l'utilisation possible à des fins de harcèlement. Un peu moins connu, mais qui est très en vogue actuellement, Discord, qui est un petit peu la messagerie à la mode du moment. C'est une application gratuite qui permet à ses utilisateurs de communiquer par, comme sur WhatsApp, vos appels vocaux, vidéos, etc. Mais ça permet aussi de créer des discussions privées ou des groupes appelés serveurs. Au départ, c'était utilisé surtout par les joueurs de jeux vidéo, et puis ça a été très utilisé par des groupes extrémistes de gauche ou de droite. Ça a été très utilisé par des groupes d'adultes pour partager des contenus pornographiques, et c'est sans doute utilisé aussi par des adultes pour échanger des contenus pédophiles. Et donc, quand nos enfants tombent sur ce type de contenu, eh bien, ils peuvent être un petit peu choqués. Quelle loi encadre l'utilisation des réseaux sociaux? Il faut bien comprendre qu'aucune loi aujourd'hui n'interdit à un enfant de s'inscrire sur un réseau social. Ce qui est interdit en France, c'est pour un réseau social de collecter les données personnelles d'un enfant de moins de 13 ans, qu'il a ou pas accord de ses parents. Et si un réseau social veut collecter les données d'un enfant de 13 à 15 ans, il doit y avoir accord des parents. Donc, pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que donc, concrètement, ça vient de l'article 8 du RGPD, le Règlement général de la protection des données, qui est un règlement européen qui s'applique dans tous les pays européens, et qui dit bien donc, le traitement des données à caractère personnel relative à un enfant est licite lorsque l'enfant est âgé d'au moins 16 ans, et lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, il doit avoir consentement de la part des parents. Donc concrètement en France, un réseau social ne peut pas accepter l'inscription d'un enfant de moins de 13 ans. Il peut accepter l'inscription d'un enfant de 13 à 15 ans que si les parents de ce dernier ont donné leur accord. Mais à mon sens, c'est une loi hypocrite qui dégage, on l'a bien vu, les réseaux sociaux de toute responsabilité, sauf de celle de fermer après coup les profils des enfants qui ont menti sur leur âge. Il faut encore qu'ils puissent les retrouver. Et ça fait porter le chapeau, cette loi fait porter le chapeau aux parents. L'article 8 du RGPD précise effectivement que le responsable du traitement donc des données, donc en l'occurrence le réseau social, doit s'efforcer raisonnablement de vérifier que le consentement est donné ou autorisé par tutélaire compte tenu des technologies disponibles. Donc, ça dégage là aussi la responsabilité du réseau social. Dans la réalité, beaucoup d'enfants mentent sur leur âge. Nous l'avons vu tout à l'heure à propos des enfants du primaire. Moi, lorsque j'interviens au primaire, devant des enfants du primaire, je fais des sondages à main levée, et en CM1, vous avez à peu près un enfant sur 10 qui est sur un réseau social. En CM2, vous avez un enfant sur 3 qui est sur un réseau social. Pourquoi est-ce que nos enfants adorent et passent autant de temps sur les réseaux sociaux? Parce que d'abord, bien sûr, les réseaux sociaux permettent de rester en contact avec leurs amis. Les réseaux sociaux permettent aux enfants d'assouvir leur curiosité sociale. Comment un tel qui a été plaqué par une telle va réagir? Comment est-ce qu'il va commenter ça sur les réseaux sociaux? Et ça peut me servir si ça va m'arriver. Ça leur permet d'explorer le monde, encore plus en temps de confinement où ils n'ont pas le droit de sortir, bien sûr. Ça leur permet d'expérimenter certaines facettes de leur personnalité. Un jour, ils vont être gentils sur les réseaux sociaux. Un jour, ils vont être méchants. Ils vont voir qu'est-ce qui plaît le plus. Les réseaux sociaux permettent à certains de fuir la banalité de leur vie, ou en tout cas la banalité de la vie telle qu'ils l'aperçoivent. Voilà, on transforme l'ennui en magie sur TikTok. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Laurence Allard, une sociologue, et cette affirmation n'est pas très vieille puisqu'elle l'a dite, elle l'a prononcée lors d'une table ronde organisée par TikTok le 1er décembre dernier, une table ronde organisée par TikTok sur le rôle des plateformes numériques dans les relations sociales et les relations aux autres. Sur les réseaux sociaux, il faut apprendre à gérer le feuilletage humain. On a peur de rater un événement important, donc on ne débranche pas.
Il y a la recherche de gains aléatoires. Voilà, peut-être que je vais aller maintenant sur TikTok, peut-être que je vais trouver quelque chose d'intéressant. L'approbation sociale, on aime recevoir des likes de ses amis. Il y a aussi la réciprocité. Alors, si on a reçu des likes, on accepte d'en donner aussi. La capacité de manger sa faim, on regarde les vidéos qui démarrent toutes seules. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure sur YouTube, une nouvelle vidéo démarre sans qu'on demande quoi que ce soit, et on est capable d'y passer énormément de temps. La dépendance, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Bien sûr, la paresse, c'est un bon prétexte pour d'aller sur les réseaux sociaux, et ça permet de retarder le moment où on va aller se mettre au travail, aller apprendre ses leçons. Il y a aussi l'admiration pour des célébrités et des marques. Ça rassure les adolescents qui, à cet âge-là, se construisent et se construire par rapport à des célébrités ou à des marques, ça les aide. Mais bien sûr, le plus grand risque, à mon sens, des réseaux sociaux est d'y passer trop de temps. Voilà. Vous avez bien noté, je l'avais insisté, bien marqué en rouge, toutes ces plateformes sont gratuites. Et donc, elles doivent quand même gagner de l'argent. WhatsApp gagne de l'argent en essayant de développer des services pour les entreprises. Discord vend des options de personnalisation, on peut acheter un avatar. Tous les autres réseaux sociaux vivent de la publicité. Et donc, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Patrick Lelay, lorsqu'il était PDG de TF1 il y a quelques années, avait résumé ça en disant « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est-à-dire aux annonceurs, c'est du temps de cerveau disponible. Pour que les internautes cliquent sur la publicité, il faut d'abord pouvoir leur montrer le plus de publicité possible. Et donc, il faut, tous les réseaux sociaux, en faire en sorte que nos enfants restent le plus longtemps possible sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il faut leur montrer des contenus qui les intéressent. Ensuite, pour que les internautes cliquent sur des publicités, il faut leur montrer des publicités qui les intéressent. Et donc, dans les deux cas, que ce soit pour leur montrer des contenus qui les intéressent, pour qu'ils passent le maximum de temps, ou pour que ce soit pour leur montrer des publicités qui les intéressent, vous avez un algorithme qui, sur tous ces réseaux sociaux, scrute en permanence ce que nous faisons, ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux, afin de déterminer ce qui les intéresse. Et l'algorithme le plus perfectionné aujourd'hui, semble-t-il, serait celui de TikTok. Et je fais la publicité pour un petit livre que je n'ai pas écrit et qui n'est pas diffusé par mon éditeur, donc je n'ai aucun intérêt à le dire, mais c'est un excellent livre, Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge, et nous l'avons fait lire à notre fille qui est en 3e. Je pense que tous les élèves en fin de collège et tous les lycéens devraient avoir lu ce livre qui explique bien comment les réseaux sociaux fonctionnent. Et cet algorithme a un double effet de filtre. C'est-à-dire qu'on vous enferme dans une petite bulle, hein, on va vous montrer des choses qui vous intéressent. Donc ça peut servir à la propagation de fake news. Les réseaux sociaux se sont rendus compte qu'en fait, en poussant toujours des choses qui nous intéressent, à partir du moment où quelqu'un commençait à s'intéresser à des fake news, il recevait tout le temps plus de fake news. Il y a aussi, ça c'est plutôt positif, la protection des minorités. Voilà. Un jeune qui découvre sa sexualité, eh bien, s'il a une sexualité plutôt LGBT, eh bien, il va être enfermé dans cette bulle, mais en même temps, il va être protégé. C'est-à-dire qu'on va lui montrer des contenus, mais aussi on va lui mettre en relation avec des gens qui sont plutôt qui partagent ces mêmes intérêts, et donc il va être enfermé, protégé par cette bulle, et ça, c'est plutôt positif. Voilà, je vais conclure très rapidement avant de passer effectivement la main à Axel Dessin qui va vous présenter un peu plus peut-être des options de contrôle parental. Pour que nos enfants passent le moins de temps possible sur les réseaux sociaux, il faut qu'ils ne s'ennuient pas. Et donc, il faut réenchanter le monde. C'est à nous, parents, de leur montrer qu'en dehors des écrans, il y a des choses très bien qui se passent. Et donc, les sortir des écrans, c'est les emmener au théâtre, les emmener dans des expositions, partager des passions avec eux. Nous avons 3 enfants, notre aîné adore le foot. Je suis désolé, j'ai horreur du foot, c'est comme ça. Et écoutez, je me suis forcé à l'emmener voir des matchs de foot. Alors j'avoue que j'ai passé plus de temps à regarder ce qui se passait sur le côté du match qu'à regarder le match lui-même. Mais c'était un moment de passion partagée, d'échange, etc. Les emmener à des expositions. Nous avons la chance d'habiter Paris. Il y a des choses extraordinaires qui se passent. Voilà. Et donc j'ai créé sur Instagram le hashtag « Sortez vos enfants des écrans » et je propose celui de réenchanter le monde. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Axel, on vous laisse la parole pour la suite et puis ensuite on prendra des questions évidemment. Alors bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux là ce soir. Donc moi je vais essayer d'apporter des solutions. Alors pas des solutions miracles, mais on a vu à la fois à travers ce qu'a présenté Jacques et puis Brice et Gauthier qu'effectivement il y a des repères qui ne sont pas forcément présents. C'est-à-dire qu'il y a un usage qui s'est démocratisé, que l'on fait parfois un peu par mimétisme. C'est vrai qu'on a l'impression que notamment au moment du passage au collège, si on n'est pas sur Instagram, si on n'a pas un compte sur Snap et TikTok, on est exclu d'une communauté. Alors ça va commencer par WhatsApp et puis effectivement, pour ceux qui ne sont pas encore sur les réseaux sociaux, puis rapidement ils vont basculer sur ces réseaux. Mais si on ne les accompagne pas, si on ne leur donne pas les règles, les repères, ils ne se rendent pas forcément compte qu'on ne partage pas une photo comme ça, qu'est-ce que c'est l'intimité, qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qu'on peut se dire et pourquoi tout d'un coup un écran devrait changer un certain nombre de règles de savoir-vivre. Et comme je crois que vous l'évoquiez, Brice, pourquoi on n'adopterait pas exactement les mêmes comportements dans la vie de tous les jours. Donc moi, je vais vous montrer un outil. En fait, je vais me servir d'un outil que l'on a créé. Alors, je vais en profiter pour me présenter rapidement, puisque je travaille pour Tralalaire et on porte un programme national de protection des mineurs sur Internet qui s'appelle Internet sans crainte, qui est là justement pour accompagner les éducateurs et les familles pour les aider dans les usages numériques des jeunes. Et ce que l'on fait essentiellement, c'est de créer des outils pour permettre justement d'en parler en classe, mais d'en parler aussi en famille. Et on a créé un outil qui s'appelle Faminum, qui est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. Et je vais me servir en fait de cet outil pour vous montrer en fait des conseils qui peuvent être des premières pistes, en tout cas des premières pistes d'échange avec vos enfants, puisqu'on l'a vraiment pensé au départ comme un outil d'échange pour pouvoir partager. Échanger avec eux, rappeler certaines règles évidentes, mais qui sont essentielles. Donc, j'en ai sélectionné 5 pour vous qui me semblent répondre à des problématiques qui ont été évoquées en début de séance, dans les cas que vous avez présentés très concrètement, mais qui sont une réalité. Enfin, nous, Internet sans crainte, malheureusement. Et c'est important de le dire, ce que vous avez témoigné là dans le cadre de votre école est absolument pas malheureusement original. C'est des choses que l'on retrouve et sur lesquelles on est sollicité quotidiennement. Les nudes, ces groupes WhatsApp, le fait de mal se parler, un partage de photos qui échappe, une situation qui se transforme en cyberharcèlement, c'est malheureusement le quotidien dans les établissements scolaires et dans les maisons aujourd'hui. Donc c'est important pour les parents d'en avoir conscience et de savoir comment agir. Donc je voulais vous faire très honnêtement un partage de smartphone pour que je puisse vous montrer directement l'application. Et je pense qu'il y a un petit bug avec Zoom. J'avais tout bien préparé ça cet après-midi. Donc, pendant que Jacques présentait, j'ai fait des copies d'écran pour pallier à ça et me fabriquer une petite presse en direct. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Donc, je fais mon partage d'écran. J'espère que vous voyez bien ce que je veux vous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que si Brice me peut me faire un petit dessin? C'est parfait, c'est parfait, ça marche. Donc rapidement, voilà, c'est une application que vous pouvez, qu'on a créée pour aider les parents en fait à mettre en place leurs bonnes pratiques à la maison. Elle s'adresse à tous les parents, enfin aux parents d'enfants, aussi bien d'enfants jeunes que d'adolescents. Et moi, je vais vous montrer plus particulièrement parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Une rubrique que l'on a créée parce que en fait nos conseils ils sont regroupés par thématiques. On a 4 grandes thématiques qui sont la gestion du temps d'écran. On sait que c'est une problématique importante, mais sur laquelle on ne va pas forcément insister ce soir. On a aussi prévenir les contenus choquants, les jeux vidéo aussi. Et on a créé une rubrique qui s'appelle cyberharcèlement. Mais derrière cette thématique, en fait, c'est sur la prévention aux usages des réseaux sociaux pour justement éviter d'arriver dans des situations de cyberharcèlement. Donc, le principe est le suivant. Quand
vous choisissez votre thème. Donc là, par exemple, prévenir le cyberharcèlement. Vous avez avoir accès à un certain nombre de cartes qui sont en fait des idées, des propositions de bonnes pratiques. Et comme on ne prétend pas avoir la science infuse ni de vous imposer des manières de faire, la plupart de ces bonnes pratiques sont personnalisables, c'est-à-dire que vous pouvez les adapter à votre éducation, à des règles très précises qu'on va faire pour un enfant, parce que peut-être qu'on ne va pas dire exactement la même chose à son enfant de 10 ans et à son jeune de 14 ans. Et pour chacune d'entre elles, si elle vous intéresse, vous avez un pourquoi et un comment. Parce que souvent, quand on veut mettre en place une règle, qu'on veut expliquer à un enfant ou lui dire tu ne partages pas des photos ou tu vas mettre ton compte en privé, il ne faut surtout pas que tu aies ton compte en public, on manque parfois d'arguments, où l'enfant ne va pas forcément bien recevoir la règle parce qu'il le voit comme un interdit, comme quelque chose qui va limiter sa liberté. Donc, pour chacune de ces propositions, on vous propose un pourquoi, où on essaie de vous donner des arguments pour expliquer à vos enfants pourquoi ça peut être intéressant ou pourquoi c'est important de mettre cette règle en place, et un comment, parce que souvent, pour pouvoir mettre en place des règles, on manque un peu aussi de mise en œuvre, c'est-à-dire on ne sait pas forcément comment le mettre en place. C'est bien beau de dire signal s'il y a un problème sur un réseau social, mais si on ne sait pas comment faire, voilà. Donc il y a toujours un pourquoi et un comment. Et on a comme ça une quinzaine de règles que l'on propose pour prévenir le cyberharcèlement, mais qui sont en fait des bons conseils à connaître pour encadrer les usages sur les réseaux sociaux. Donc je vous en ai sélectionné quelques-unes et une qui semble essentielle et qui est une évidence, mais qu'il est important de rappeler, c'est que sur Internet, comme partout ailleurs, en fait, on se respecte. Pourquoi on se respecte dans la vie de tous les jours? Pourquoi on se dit bonjour, merci, s'il te plaît, qu'on est aimables les uns avec les autres, et pourquoi ça changerait? Alors, on ne vit pas dans un monde de bisounours, ils ne sont pas forcément toujours aimables les uns avec les autres dans la vie réelle, mais pourquoi tout d'un coup, en numérique, on s'autorise des horreurs qu'on ne s'autoriserait pas dans la vraie vie? Donc déjà de rappeler, et je pense qu'il faut rappeler certaines évidences aux enfants, c'est que derrière un écran, il y a une vraie personne, un vrai être humain qui reçoit les mots de la même manière que s'il se les prenait en pleine face. Et effectivement, des fois, quand on est devant un écran, on oublie qu'il y a un humain. Là, vous nous voyez, ça vous rappelle qu'il n'y a pas qu'une voix et des mots, on est des êtres humains, on ressent des choses, c'est pareil. Donc, ce n'est pas parce qu'on est caché derrière un écran qu'on peut dire n'importe quoi, se moquer de quelqu'un ou l'insulter. Quand c'est dans la répétition, ça devient du cyberharcèlement, c'est blessant, même derrière un écran, et c'est puni par la loi. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire aussi. Donc, c'est quoi le bon conseil? Que quand on se parle avec respect, ça veut dire que même entre amis, on ne s'insulte pas pour ne pas blesser. Malheureusement, dans les cours d'école aussi, puis ça grandit un peu au collège et puis ensuite, ça peut continuer au lycée. Certains jeunes se parlent avec des mots un petit peu, voilà, se traitent parfois et ils pensent que c'est, je ne vais pas dire affectueux, mais que ça ne porte pas à conséquence. Mais en fait, c'est un effet assez délétère qui est que ça banalise le fait de se traiter finalement. Et ça fait qu'ensuite, ils n'ont plus forcément de code et de repères pour continuer à le faire. Donc, pour ne pas se blesser sur Internet aussi, il faut se parler avec respect, sans insulte ni moquerie, même entre amis. Déjà, redonner avec des enfants très jeunes ce genre de base, en parler régulièrement et s'assurer, sur les groupes WhatsApp, moi je vais vous donner une expérience personnelle, puisque j'ai un enfant qui est en 4e maintenant, mais qui, comme les vôtres, à partir de la 6e, a eu un groupe WhatsApp. Et moi, je trouvais que c'était une bonne idée, parce qu'effectivement, ça permet de pouvoir récupérer un devoir quand on a oublié de noter, ou quand on a mal noté. Moi, mon fils, il oublie toujours des mots dans son cahier, donc de récupérer des cours. Mais je suis allée voir sur ce groupe, en tant que responsable Internet sans crainte, comment ça se passait. Et j'ai vu ces dérives. Moi, par exemple, je lui ai donné comme règle qu'il n'a pas le droit d'écrire sur ce groupe sans nous consulter avant, sans nous dire avant ce qu'il veut écrire. Ça permet aussi de s'assurer qu'il va dire des choses qui sont intéressantes à partager avec les autres, qui ont vraiment du sens. Ça, c'est un conseil que vous pouvez, et ça peut être une bonne manière de les accompagner. Effectivement, WhatsApp est officiellement interdit aux moins de 16 ans. Ça peut être une bonne raison, si jamais vous l'autorisez, d'avoir un regard quand même sur ce qu'ils y font. Donc, regardez ce qui se passe sur ces groupes WhatsApp. Conseil numéro 2, on réfléchit avant de partager ou publier une photo. Mais c'est valable en fait un peu avec tout. En fait, on réfléchit avant d'écrire. On réfléchit. Alors, ça veut dire quoi réfléchir? Ça veut dire, est-ce que à partir du moment où je vais la partager, elle ne m'appartient plus? Déjà, c'est une première chose à avoir en tête. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'elle peut devenir.
elle va pouvoir être partagée, elle va pouvoir être publiée, elle va pouvoir être transformée. Donc, juste se poser cette question, j'envoie cette photo, j'ai conscience qu'elle m'échappe complètement, et imaginez tous les scénarios derrière. Je vous assure qu'à juste se poser cette question, ça fait réfléchir, on va freiner un petit peu au moment de l'envoi. Donc évidemment, avec toutes les photos de nude qui se partagent très très tôt, hein, on le voit nous de plus en plus jeunes, et effectivement, les réseaux sociaux ont tendance aussi à valoriser les corps, à brouiller un petit peu les repères sur ce qu'on peut montrer de soi, une forme d'hypersexualisation aussi dont se saisissent des jeunes filles et qui sont très valorisées sur TikTok, comme l'évoquait Jacques. Donc, avoir bien conscience qu'une photo publiée nous échappe, elle peut être donc de nouveau partagée, publiée, on n'a plus de contrôle, c'est fini sur sa diffusion. Et même si heureusement il est possible aujourd'hui d'effacer des contenus sur Internet, de retirer des images, on n'a jamais la certitude que cette photo nous échappera pas complètement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dire à vos enfants, au moment où ils publient sur une photo, est-ce qu'ils aimeraient la retrouver dans 10 ans, cette photo? Est-ce qu'ils aimeraient qu'un jour, leurs enfants tombent sur cette photo en recherchant sur Internet? Je vous assure que juste se poser cette question et avoir ce réflexe à chaque fois, ça peut changer leur comportement. Ce que je vous dis là, ce n'est pas magique, mais c'est des petites astuces, des réflexes à mettre en place qu'ils n'ont pas forcément parce qu'ils ne se les posent pas, ces questions, qui peut les aider à réfléchir sur leurs usages du numérique. Bloquer et signaler pour ne pas se laisser embêter. Savoir aussi qu'il y a des outils, c'est important. Ne pas se laisser traiter, ne pas se laisser insulter sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'enfants, quand ils en sont victimes, se sentent coupables. Ont l'impression que c'est eux qui sont en faute. En plus, en général, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Brice, dans ce cas de tout un groupe qui se met ensemble pour créer un compte contre une personne, la personne se sent vraiment complètement diminuée, affaiblie par cette situation et pense que peut-être qu'elle le mérite. Donc, voilà, c'est important de dire qu'il y a des moyens d'agir. Tous les réseaux sociaux proposent des outils de signalement, un petit bouton qui permet de pouvoir signaler au réseau social qu'il y a un souci. À savoir aussi, il y a une ligne, c'est l'un de nos partenaires du Safer Internet France, Net Écoute, qui est un numéro à connaître, le 0800 200 00, qui est la ligne d'écoute du cyberharcèlement. Et leur avantage, c'est qu'ils travaillent étroitement avec les réseaux sociaux. Donc, ils ont une capacité d'action assez forte. Quand vous signalez quelque chose, ils ont la possibilité de contacter tout de suite Instagram, TikTok, etc. et de faire en sorte que le harcèlement stoppe. Donc, de bien avoir conscience de ça et de bien dire aux enfants de ne pas se laisser faire. Et c'est pas parce que... et le dire à tous les enfants, parce que souvent, dans les situations de harcèlement, on pense qu'aux victimes et qu'aux harceleurs. Or, il y a tous les autres qui ont un rôle à jouer. Il y a ce qu'on appelle les témoins passifs. Les témoins passifs, c'est ceux qui savent, qui ne font pas, qui n'ont pas liké, qui n'ont pas partagé, mais qui sont au courant et qui ne font rien. Dire à vos enfants que c'est important de parler, que parler, c'est déjà agir. Prévenir un adulte, en parler même à ses parents, demander de l'aide, c'est déjà commencer à arrêter la situation de harcèlement. Et puis après, il y a tous ces témoins dits actifs. Les témoins actifs, c'est ces enfants, pas que les enfants, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas responsables parce que ce n'est pas eux qui ont initié le problème. Ils ont juste liké ou ils ont juste partagé, c'était pour rigoler. Mais en propageant, en likant, ils donnent du poids au message et ils participent au cyberharcèlement. Donc, il y a des moyens de bloquer et déjà parler, c'est agir. Dernier point que je voulais voir avec vous, c'est un compte en mode privé, c'est plus sécurisé. Dans les cas que vous évoquiez, Brice, au début, certainement que la plupart de ces situations étaient liées à des comptes publics. Tous les comptes sur les réseaux sociaux, voilà, c'est un premier réflexe, un premier paramétrage, s'il n'y en a qu'un seul à faire, mais je vous invite à aller regarder les paramétrages des réseaux sociaux avec vos enfants. C'est très instructif pour savoir déjà toutes les données personnelles qui sont données au service, parce que, comme le disait Jacques, ce sont des services gratuits, mais en général, quand c'est gratuit, c'est qu'on est le produit, donc ces services se nourrissent de nos données et les enfants adorent donner des données, adorent remplir des formulaires, adorent raconter leur vie. Donc, c'est important de passer ces comptes en mode privé. D'abord parce que quand c'est un compte public, tout le monde peut y avoir accès. Donc, l'histoire de la soirée pyjama,
si tout le monde a pu voir, c'est peut-être que ce compte était public et tout d'un coup, tout le monde a accès à un contenu qui devrait être réservé à un groupe de proches, en fait. Alors après, le défaut qu'ont souvent les jeunes, c'est qu'ils veulent avoir beaucoup de contacts. Donc, ils sont à la recherche d'avoir beaucoup d'amis et pas forcément des gens qu'ils connaissent. Mais donc, déjà, de savoir sélectionner ses amis, mais une priorité, mettre ses comptes en mode privé. Parce que ça évite de s'exposer davantage aussi à des commentaires blessants. Quand on est en mode public, on s'expose à des inconnus et des gens qui vont se mettre moins de barrières pour commenter le physique, commenter les photos, et on donne en fait accès à une fenêtre sur sa vie. Voilà, il n'y a plus qu'à jouer. Je vous laisserai explorer dans cette application, il y a une soixantaine de bonnes pratiques, et puis on va continuer à l'enrichir, mais ça peut être en tout cas un support intéressant pour vous, pour essayer de mettre en place des bonnes pratiques à la maison et surtout pour vous en servir de support d'échange et on l'espère trouver des conseils que vous pourrez appliquer au quotidien. Voilà, j'en ai fini. Donc je vais arrêter mon partage et vous laisser la parole si vous avez des questions. Merci pour cette présentation et ces bons conseils. Alors, donc on va essayer de passer à la partie questions pour vous laisser la parole. On peut procéder soit par le plus simple, hein, c'est la section questions et réponses qui nous permet de bien voir les différentes questions que vous posez. J'ai vu qu'il y en avait une aussi dans le chat. Si vous souhaitez intervenir et qu'on vous fasse, voilà, on peut vous voir hein, si vous souhaitez. À ce moment-là, vous devez pouvoir lever la main et on peut vous donner la parole en sachant que cette conférence est enregistrée et qu'on a l'intention de la publier sur le site de l'école pour qu'elle puisse voilà, être diffusée avec ces bons conseils au plus grand nombre. Alors, j'ai vu une première question dans le chat, on peut commencer par là, qui était: en classe, les enseignants ont-ils du temps pour discuter de ce sujet? Oui, bien sûr, ça fait partie notamment des enseignements d'EMC, enseignement moral et civique. Donc, ça doit être abordé, hein, ça fait partie des programmes. On a aussi mis en place une éducation à ces sujets-là et au numérique d'une manière plus générale, qui est faite notamment par les professeurs documentalistes qui ont des interventions sur le niveau 5e. Et franchement, c'est un des aspects qu'on souhaite renforcer encore. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et on va continuer à traiter ce sujet en classe. Parce qu'il y a la clé, je pense, hein, c'est la complémentarité entre ce que nous pouvons faire dans un cadre scolaire et ce que les parents font aussi à la maison. C'est vraiment les deux qui sont indispensables. Alors, dans le questions et réponses, il y a une question qui vous est adressée directement. L'application est-elle installée sur les iPads? Enfin non, du coup, c'est pour moi. Est-elle installée? Pour l'instant, non. Mais on s'était posé la question l'année dernière et puis j'avoue qu'on avait fait, je crois, parce que vous aviez fait une intervention, un atelier. Oui, on avait fait un atelier par enfant, tout à fait. Voilà, juste avant le confinement, je crois. Oui, quelques jours avant. Oui. Quelques jours avant, et du coup, je dois avouer qu'après, on a eu un peu d'autres centres d'intérêt et de préoccupation, mais ça reste une très bonne suggestion. Hein. On peut tout à fait l'installer sur je me le suis noté d'ailleurs, l'installer sur l'application, sur les iPads de l'école, sans aucun souci. Alors, y a-t-il des débats organisés? Alors, attendez, je vais quand même marquer que j'ai répondu à ces questions-là. Y a-t-il des débats organisés où ce sont les élèves et pas les professeurs ou leurs parents qui s'expriment? Là encore, hein, l'EMC, c'est 1 heure tous les 15 jours pour tous les élèves jusqu'en terminale. Et donc, ça donne l'occasion aux professeurs d'aborder ce type de sujet. Donc oui. Et en seconde, première, terminale, cet enseignement se fait sous la forme de débat. Donc c'est vraiment enfin le plus souvent sous forme de débat. Donc oui,
Et on pourra, là encore, vérifier la manière dont c'est fait dans chaque classe. Et les retours des élèves sont aussi précieux pour nous. Mais sur le principe, oui, c'est plutôt sous forme de participation. Je sais qu'il y a aussi, en fonction des professeurs principaux, des professeurs qui organisent des exposés. C'est-à-dire que les élèves ont l'occasion de faire le type de présentation qu'on vient de faire, parfois même en langue étrangère, et que ça donne ensuite l'occasion d'un débat. Donc il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là. Voilà. La question suivante. Avoir un accès au portable des grands enfants, 13-15 ans, pour lire leurs échanges WhatsApp n'est pas simple. Comment faites-vous? Je vous laisse la parole, Axel, puis Jacques éventuellement. Alors effectivement, plus on prend les choses tôt aussi en se disant qu'on a un droit de regard sur ce qui est fait, en s'appuyant aussi sur les règles d'usage, notamment sur WhatsApp. C'est une application qui est interdite aux moins de 16 ans. Donc finalement, en tant que parent, vous pouvez dire aussi, soit c'est pas, soit c'est avec moi. Donc, moi, dans mon expérience personnelle, c'est vrai qu'on accompagnait tôt et ça fait partie des réflexes. Je pense que si je l'avais décidé tout d'un coup à 14-15 ans, ce serait effectivement moins évident. Mais je pense qu'il faut oser aussi s'approprier ce domaine, en fait. On comprend tout à fait que quand on ne se sent pas forcément, je ne sais pas si c'est votre cas, à l'aise avec ces outils ou avoir une bonne connaissance de ce qu'ils font avec leur smartphone. On ne se sent parfois pas légitime à en parler avec ses enfants, mais c'est vraiment un enjeu d'éducation important. Et voilà, il faut oser reprendre la main sur ces sujets avec eux. Alors oui, c'est vrai que si on met des règles assez simples mais strictes dès le départ, dès qu'on leur confie un smartphone, donc l'expérience montre que c'est généralement effectivement en sixième que que beaucoup de parents donnent un smartphone à leur enfant. Écoutez, il faut effectivement dire, d'accord, je te confie un smartphone, mais d'abord, tu pourras l'utiliser entre telle heure et telle heure, et puis j'ai un droit de regard sur ce que tu y fais. Alors, personnellement, nous avons ma femme et moi, nous avons mis en place un contrôle parental sur les smartphones de nos enfants. Donc, ce contrôle parental permet de limiter le temps qu'ils y passent. On peut même parfois définir entre quelle heure et quelle heure ils peuvent avoir accès à leur smartphone, à une partie de leur smartphone, les réseaux sociaux par exemple. Et puis, on peut éventuellement voir s'il y a des problèmes. Certains contrôles parentaux permettent de savoir si, par exemple, il y a eu des demandes avec de nouvelles demandes de contact sur ces réseaux sociaux. Donc, ça peut être aussi une solution. Sachant que si vous mettez en place ce contrôle parental, il faut l'expliquer à vos enfants, leur dire pourquoi on le met en place. C'est pour les protéger. Ils sont en âge où ils sont encore, peut-être pas dire qu'ils sont fragiles, mais voilà, il faut leur expliquer qu'ils n'ont peut-être pas toutes les connaissances pour pouvoir agir sainement face à une nouvelle situation. Donc c'est pour les protéger et que effectivement leur expliquer, leur montrer ce que c'est ce contrôle parental et quelles sont les informations auxquelles nous avons accès en tant que parents pour que ça soit totalement transparent. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je souscris complètement à ce qui a été dit, hein, et je pense que oui, il y a un apprentissage. C'est sûr que c'est à faire au départ et bien leur expliquer qu'au travers de leur smartphone, ils ont accès à énormément de choses et notamment qu'ils peuvent être en contact avec des personnes mal intentionnées, hein, via les réseaux sociaux. Et donc, que c'est normal qu'on regarde et qu'on leur apprenne petit à petit. Donc, je sais que c'est simple à dire comme ça et que ça peut être plus compliqué dans la réalité, mais on ne peut pas, en tout cas, partir du principe que c'est leur smartphone, que le code, c'est eux qui l'ont, qu'ils en font ce qu'ils veulent. Ça, vraiment, ça serait extrêmement dangereux. Donc, sentez-vous légitime et n'hésitez pas aussi à demander de l'aide ou conseil. Je pense notamment aux psychologues de l'école alsacienne, hein, qui peuvent tout à fait accompagner les familles quand il y a des questions sur ce type de sujet. Donc voilà sur la question de l'accès au smartphone.
Et je voulais juste Oui, Micheline, bien sûr, allez-y. que finalement, je ne suis pas experte des réseaux sociaux, mais dans les moments où je n'ai pas la réponse, je fais le lien avec le monde sans écran et je dis à mes enfants, même à 15 ans, je voudrais savoir avec qui tu parles et où tu vas. Et que ça soit à travers les réseaux sociaux ou en sortant de la maison, c'est un peu pareil. Donc, je pense que ce qui est ressorti, ce que vous avez dit, Axel et Jacques, c'est il faut communiquer et c'est vraiment pas simple, je suis d'accord. Mais en discutant, en allant enfin, au théâtre, enfin, comme disait Jacques et Axel, en discutant sur les règles, je pense qu'on peut essayer de faire comprendre qu'on n'est pas juste embêtant, on est aussi là pour les protéger. Voilà, en tout cas, voilà, j'essaie de faire. Merci beaucoup. Je continue, je prends les questions dans l'ordre. Hein, voilà. Donc, à quel adulte les élèves doivent-ils s'adresser en priorité si problème avec d'autres élèves sur un groupe? Alors là, franchement, nous, la réponse qu'on a, c'est que l'ensemble des adultes de l'école peuvent les aider et les accompagner. Et c'est parfois, et ça c'est important qu'ils le sachent parce que certains ont plus de facilité à aller discuter avec un de leurs professeurs ou avec leur adjoint d'éducation ou avec le CPE ou avec le psychologue. Et voilà, donc qu'ils n'hésitent pas. Le plus naturel, s'il y a un conflit de ce type-là, c'est d'aller voir l'adjoint d'éducation ou d'aller voir le conseiller, le CPE, le conseiller d'éducation. Mais encore une fois, peu importe finalement, c'est important qu'ils nous fassent confiance et qu'ils viennent nous parler. Donc, quel que soit l'adulte, ça sera de toute façon une bonne chose et on va les accompagner et on va trouver une solution à leurs problèmes. Et qui n'hésitent pas aussi à venir nous parler s'ils sont témoins d'un problème qui concerne un camarade. Jacques, vous vouliez intervenir? Oui, je pense que ce qui est important, effectivement, je pense que ils vont trouver un adulte, que ce soit dans l'établissement scolaire ou dans leur entourage familial, mais pour aller vers cet adulte, il faut qu'ils se déculpabilisent. Et donc, je pense que c'est très important, effectivement, que même les parents parlent du danger du harcèlement pour comprendre que ça peut arriver à tout le monde, qu'un enfant qui est harcelé, ce n'est pas normal, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants pensent que ça. On a aujourd'hui, d'après les statistiques, près d'un enfant sur 10 qui est harcelé ou cyberharcelé au cours de sa scolarité. Donc ça peut passer pour un phénomène normal, alors que ce n'est pas normal, parce qu'effectivement, ils se retrouvent confrontés à des commentaires de la part de dizaines, voire de centaines d'autres élèves, comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent penser que c'est de leur faute. Et je pense que c'est aussi la même chose pour les contenus inappropriés. Donc, il faut expliquer à nos enfants lorsqu'on leur confie un accès à Internet, lorsqu'on leur donne un smartphone, qu'ils peuvent tomber sur des contenus qui peuvent les mettre mal à l'aise. Pas la peine d'expliquer ce que c'est que la pornographie, l'ultra-violence, etc., parce qu'ils vont vous demander qu'est-ce que c'est. Donc, voilà, nous aussi, en tant qu'adultes, ça nous arrive de tomber sur des contenus qui nous mettent mal à l'aise. Ça peut arriver à tout le monde. Et il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas de leur faute, qu'ils déculpabilisent et qu'ils osent effectivement venir en parler à un adulte, que ce soit dans l'établissement scolaire, encore une fois, ou dans leur entourage familial. Et peut-être juste un point en complément pour dire que parce que la crainte des élèves, ça peut être aussi de se dire un camarade est harcelé, mais d'autres camarades l'embêtent et ils vont être sanctionnés, il va se passer des choses horribles, ou même pour l'élève qui est victime, qui n'ose pas, de peur que de peur de représailles, de peur des sanctions qu'on pourrait prendre, etc. On fait un gros travail depuis des années et des années à l'école alsacienne sur ces questions de harcèlement. Et franchement, je pense que de plus en plus d'élèves ont confiance et viennent trouver un adulte de l'école pour les aider, et notamment parce qu'on essaye de résoudre ces situations de la manière la plus tranquille qui soit, et on prend bien en compte le degré de gravité. C'est pas la même chose si c'est un élève qui est en sixième ou si c'est un élève qui est en terminale. Donc, voilà, on fait en sorte surtout de faire cesser les situations et de permettre à un élève qui se sent mal de retrouver le plaisir d'aller à l'école chaque jour. Quand il y a des situations qui sont vraiment très graves, tout à l'heure je vous montrais une situation de harcèlement via les réseaux sociaux assez forte et par des élèves qui étaient en troisième, donc vraiment responsables. Là,
On est allé vers des sanctions, réunir une instance, etc. C'était indispensable. Et puis ces élèves, elles ont très bien évolué. Et voilà, c'est des élèves avec énormément de qualité par ailleurs. Donc la sanction, c'est aussi ce qui permet de dépasser une erreur. Mais dans beaucoup de situations, on règle les situations de harcèlement en voyant les élèves, en voyant les parents, en mettant une limite très claire, en interdisant que les choses se reproduisent, et ça se passe bien. Donc voilà, que les élèves aient confiance, on fait pas n'importe quoi et on agit en expliquant ce qu'on fait à chaque fois. Alors, si on avance dans les questions, je prends dans l'ordre toujours. L'accès aux réseaux sociaux, c'est aussi la question de la détention d'un téléphone portable personnel par les enfants. Avez-vous donné des recommandations sur ce sujet? À quel âge le premier téléphone portable tant réclamé par les préados? Quel type, smartphone ou pas? Quelles règles? Axel, je vous laisse répondre à ça. La question piège. Il n'y a pas de règle absolue. En fait, j'ai envie de dire la règle, c'est la vôtre. C'est ce que vous avez envie de mettre à disposition de votre enfant. Il y a des parents qui décident, on a l'impression qu'il y a une espèce de passage obligé au collège où si on n'équipe pas son enfant, il va être complètement exclu des autres, il va voilà, se couper de toute une socialisation. Pas du tout. Il y a des parents qui le décident et qui l'affirment et ça se passe très bien. Et leurs copains et leurs enfants, je vous assure, continuent à avoir des amis. À partir du moment où vos choix sont expliqués, argumentés, accompagnés, en général, ça se passe bien. Si c'est justifié, vos enfants le comprendront et si c'est cohérent avec ce que vous mettez en place dans votre éducation, c'est cohérent. Après, les conseils que je peux vous donner, c'est si vous décidez, quel que soit l'âge que vous choisissez pour donner à votre enfant un téléphone, effectivement, au départ, si c'est un téléphone classique, ça peut être rassurant. On comprend quand les enfants commencent à se déplacer seuls, de pouvoir les joindre. Mais peut-être qu'on en trouve encore des vieux téléphones qui permettent juste de s'appeler et de s'envoyer un SMS. Voilà, si vous voulez que le côté rassurant, c'est suffisant et vous l'empêchez effectivement de pouvoir avoir accès à tous ces réseaux sociaux. Ça ne l'empêchera pas d'envoyer des messages peut-être à ses camarades et se retrouver dans des situations de cyberharcèlement. Ça n'empêche pas ça. Mais en tout cas, à partir du moment où vous vous équipez, ça ne vous viendrait pas à l'idée de laisser votre enfant sortir sans lui donner des règles. Lui mettre un téléphone entre les mains, c'est l'accompagner dans ces usages-là. Quand ensuite on l'équipe d'un smartphone, on n'est pas obligé de prendre aussi tout de suite un forfait 4G super qui fait qu'à l'extérieur de chez vous, il va pouvoir se connecter à Internet, par exemple. Une bonne solution peut être déjà qu'en dehors de chez vous, qu'il n'ait accès qu'au Wi-Fi, et ce qui fait que, vous savez, pendant les vacances, il va chercher des endroits où il va pouvoir se connecter, mais ce n'est pas grave, au moins, il ne peut se connecter que chez vous, ce qui vous permet d'avoir un regard sur tout ce qui nécessite une connexion Internet. Et ça veut dire que dès qu'il est à l'extérieur, comme il n'a pas de réseau, il peut faire juste téléphoner. Donc ça peut être une manière d'accompagner ces usages et je partage l'avis de Jacques sur l'équipement d'un contrôle parental. Je vous ai mis du coup une petite adresse, c'est même pas à nous, mais c'est un de nos partenaires, l'UNAF, qui a fait vraiment une page très détaillée, très complète pour accompagner les parents dans l'équipement de contrôle parental, puisque le contrôle parental, ce n'est pas que sur les smartphones et les ordinateurs, la console de jeu, les tablettes, tout peut être équipé d'un contrôle parental, il y en a des très bien gratuits. Donc, c'est un réflexe à avoir, mais ce n'est pas la seule manière d'accompagner ses enfants avec le numérique. Et on reprendra ces différents conseils et ces différents liens. Je les mettrai quand on publiera cette vidéo sur le site de l'école. On remettra toute la documentation et tous les liens que vous avez donnés. Juste pour ajouter par rapport au smartphone, moi je dirais essayer de le donner le plus tard possible, sachant que beaucoup de parents donnent un téléphone ou un smartphone à leurs enfants en fait pour se rassurer eux-mêmes plutôt que pour. En général, on donne un smartphone, un téléphone à son enfant lorsqu'il commence à aller tout seul à l'école primaire, au collège, etc. On se dit, oh, le pauvre petit, il va y aller tout seul, il faut qu'il puisse m'appeler s'il y a un problème, etc. Et donc, pour se rassurer, on donne un téléphone à son enfant. Mais lorsque vous allez essayer d'appeler votre enfant,
sur le téléphone ou smartphone, votre enfant, il va voir votre nom apparaître sur le téléphone, il va dire ah, c'est mon vieux, c'est ma vieille qui appelle, et il ne va pas répondre. En fait, vous pensiez garder le lien avec lui, et en fait, vous allez finalement le projeter dans un monde d'adulte, avec toutes les responsabilités qu'on a vues sur les photos, le partage de photos, etc. Le smartphone est quand même un outil extraordinaire, c'est l'outil le plus sophistiqué de communication que l'humanité ait jamais mis au point, mais c'est tellement sophistiqué que ça oblige à beaucoup de responsabilités. Les enfants ne sont pas forcément armés, même pas du tout armés pour jongler avec ces responsabilités. Donc, je recommande effectivement, encore une fois, le contrôle parental. J'ai fait également des pas à pas très précis pour aider à la mise en place de ces contrôles parentaux sur mon site nosenfants.fr. Et j'ai vu une question également sur Instagram. Voilà, notre fille qui est en troisième n'a pas Instagram sur son smartphone. Alors, elle a Instagram sur le smartphone de sa mère, de ma femme. Donc, c'est un peu source de conflit, mais au moins, nous savons que lorsqu'elle va sur Instagram, on peut lui reprendre l'outil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je le répète, hein, sur Instagram qui ne sont pas de leur âge. Tout a l'air bien beau, propre, etc. Mais encore une fois, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ouais, En revanche, oui, je dis juste un mot et puis je laisse Gauthier et puis Axel reprendre. Mais sur le téléphone portable, effectivement, voilà, ça peut tout à fait être décalé, hein. Il y a pas heureusement d'impératif à avoir un smartphone en sixième, vraiment pas. En revanche, ce qui me semble impératif, c'est l'éducation au numérique. C'est-à-dire que dès la sixième et même avant, il faut prendre le temps et expliquer à votre enfant et donner quelques règles et quelques bons usages. C'est-à-dire que imaginez que parce qu'on le protège à la maison de tout écran et de tout élément numérique, il va être magiquement protégé même à l'extérieur du domicile, c'est pas vrai. Et ça, j'en ai plein d'exemples. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas d'écran à la maison, il y a des écrans chez les copains, il y a des écrans à l'école. Vous savez qu'on met un outil de travail, une tablette numérique à partir de la cinquième. Mais c'est justement aussi parce que il faut éduquer au numérique. On ne peut pas faire abstraction de ça. Et un élève qui n'a rien à la maison peut, quand il est chez un copain ou quand il va faire juste un cours d'informatique à l'école des siennes, faire les pires bêtises parce que justement, il n'y a pas cette éducation à la maison. Donc, ne surtout pas penser que parce qu'on ne donne pas de smartphone ou qu'on ne donne pas de téléphone ou qu'on interdit tout écran, on protège son enfant. C'est la discussion, c'est l'échange qui va permettre de le protéger. Gauthier, et puis... Oui, moi, je voulais juste rappeler que des parents l'an dernier avaient lu, et moi aussi, dans Le Monde, un article d'une expérience new-yorkaise de parents d'élèves de plusieurs écoles publiques qui, avant d'entrer au collège, avaient signé le pacte. Et le pacte était de remettre un téléphone qui permettait de téléphoner et de faire du texto et de refuser le smartphone pour l'entrée en sixième. Donc plusieurs fois, les parents continuent de m'en parler. Est-ce que ça pourrait être possible? On en a plusieurs fois parlé avec la PEA et c'est pas inintéressant. Mais c'était l'idée toujours, et c'est la même, c'est-à-dire que si on fournit pas tel téléphone à son enfant va dire mais tout le monde a le smartphone, ce qui est loin d'être vrai, hein. Et le fait d'être solidarisé, ou en tout cas, j'ai lu aussi dans le question-réponse que des parents demandaient, mais est-ce que ce serait possible d'avoir des règles, quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire à un certain niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, je crois qu'on pourrait effectivement les accompagner assez simplement pour dire qu'est-ce qui est possible d'être utilisé à un certain âge et qu'est-ce qui n'est pas utilisable à un âge. Et les règles qui ont été données tout à l'heure par Jacques, hein, sur l'utilisation d'un certain nombre d'applications sont quand même très claires et devraient pouvoir nous guider. Mais c'est pas inintéressant d'avoir cette réflexion sur quel objet donner et pourquoi le donner. Axel, vous vouliez intervenir aussi, je crois. Oui, je voulais juste partager une expérience qui a assez bien fonctionné chez moi et qui peut-être être utile à certains parents, parce qu'on parle du passage en sixième avec l'accès au smartphone, et du coup, associé à ça, il y a l'accès à ces réseaux sociaux. Donc, ça a été répété au cours de cette conférence, les principaux réseaux sociaux, et YouTube aussi, hein, sont interdits aux moins de 13 ans. Et en France, avec le nouveau RGPD depuis 2018, il faut normalement même une autorisation parentale jusqu'à
jusqu'à 15 ans pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire qu'on estime qu'avant 15 ans, un enfant n'est pas maître de ses données personnelles, en fait, ne peut pas les gérer seul. Et donc souvent, à l'entrée en sixième, il y a cette volonté d'être aussi sur les réseaux sociaux parce que tous les copains y sont. Moi, j'avais mis en place une règle, c'est qu'avant 13 ans, on n'y est pas, en fait, on respecte les règles des différents services, comme on respecte aussi ce qui est indiqué sur les plaquettes de jeux vidéo aussi. Donc, c'était connu par tout le monde. Et en fait, j'ai mené cette petite expérience. Alors, ma fille était insistante parce que toutes ses copines étaient déjà sur Instagram alors qu'elle avait 11 ans. Donc, je lui ai dit, moi, j'avais un compte Instagram. Je lui ai dit, écoute, on va tenter une expérience. On va regarder, je vais t'expliquer, ça va me servir à t'expliquer pourquoi je ne veux pas que tu y sois. Je dis, dis-moi quelles sont les copines qui sont sur Instagram. Donc, je suis allée voir les comptes des copines, sans surprise. Celles qui étaient déjà sur Instagram à 11 ans n'avaient pas de compte privé. Elles étaient toutes en compte public. Je lui ai dit, je jouais un peu comme une partie de poker, je n'étais pas sûre de moi, mais je lui ai dit, on va tester une chose. Moi, j'avais un compte Instagram qui ne laissait rien percevoir de mon identité. Ça ne permettait pas de savoir qui j'étais. Donc, je dis, je vais inviter ces copines et je te parie qu'elles vont toutes m'accepter. Et elles m'ont toutes acceptée, sans savoir qui j'étais. Je dis alors, ça a été un premier moyen de lui montrer que voilà pourquoi je ne veux pas, parce qu'il y a cette tentation de vouloir avoir plein de contacts. Et peu à peu, comme ça, on a observé les comptes des copines. Et elle a vu ses copines aussi se transformer. Des jeunes filles de 11 ans, 12 ans, se maquiller, se mettre dans des postures hyper sexuées pour prendre des photos, pour se mettre en avant sur leur compte Instagram. Et ça a été effectivement un support très instructif pour parler de l'image de soi, l'image privée, l'image publique, de ce que renvoyaient ces images, parce que c'était des amis proches, et tout d'un coup, elle a réussi à avoir un regard différent sur elle en disant, mais si je ne la connaissais pas, elle me donne telle image. Et ça a été, donc si vous avez la possibilité, si vous avez, vous, ces réseaux sociaux, ça peut être assez instructif de les faire observer, en fait, de ne pas, avant qu'ils soient acteurs de ces réseaux sociaux, de les mettre en posture d'observation, de retrait. Et ça a été, en tout cas, dans mon cas, assez instructif pour ensuite avoir une démarche critique et faire passer éventuellement les conseils que je vous ai communiqués tout à l'heure. Je peux rajouter aussi une petite expérience parce que j'interviens en classe au collège. Je demande aux enfants qui est sur tel réseau social, etc. Par exemple sur Instagram, je leur demande qui a plus de 100, 200, 300, 400, etc. Abonnés sur Instagram. Et une fois, dans un établissement privé parisien, une gamine de 4e m'a affirmé qu'elle avait jusqu'à plus de 15 000 abonnés sur Instagram. Bon, invérifiable, mais apparemment, d'après ses amis, ça avait l'air tout à fait plausible. Et je lui ai demandé à quoi ça sert d'avoir 15 000 abonnés sur Instagram. Alors, en général, là, il y a un grand blanc. Et en général, ils me disent à rien. Donc, je demande quel est son prénom. Et je lui ai fait applaudir en disant voilà, nous allons applaudir X, qui a 15 000 abonnés sur Instagram. Il ne sait pas à quoi ça sert. X, je vais te dire à quoi ça sert d'avoir 15 000 abonnés sur Instagram. Tu travailles gratuitement pour Instagram. À chaque fois que tu publies quelque chose sur Instagram, la plupart de tes abonnés vont recevoir une notification et la plupart d'entre eux vont aller sur Instagram y passer du temps. Instagram va en profiter pour leur montrer de la publicité et pour gagner de l'argent. Et donc, tu as fait gagner de l'argent à Instagram. Donc, tu travailles gratuitement pour Instagram. Et même au début du collège, je pense que ce genre de questions, de questionnement commence un petit peu à la faire réfléchir sur le modèle économique de ces réseaux sociaux et le sort de leurs données. Très bien, parfait. Alors, on continue, on prend peut-être encore quelques questions. J'ai pas regardé, on peut peut-être faire encore 5 minutes de questions et de réponses, si vous en êtes d'accord. Comment peut-on réellement savoir quel compte ont nos enfants, sachant qu'ils peuvent avoir plusieurs comptes sur une même appli et qu'ils peuvent utiliser des pseudos? C'est un peu toujours la même réponse, il faut dialoguer, discuter, aller regarder. Effectivement, ça peut être difficile de savoir. Ils peuvent vous cacher des choses, mais vous pouvez demander à regarder, à avoir accès. Alors après, il vaut mieux être effectivement dans une relation de confiance parce que c'est aussi leur espace de socialisation et ce n'est pas forcément bien d'être comme si on était l'oreille derrière la porte à écouter ce qui se passe quand ils sont avec leurs amis. Donc, plutôt faire passer des messages, faire passer des conseils pour qu'ils soient suffisamment convaincants pour eux, pour qu'ils aient envie de s'en saisir et qu'ils y voient l'intérêt en fait. C'est ça qui est important. Ce n'est pas forcément de regarder ces comptes, c'est de leur faire passer les bonnes infos qu'ils vont faire, qu'ils vont
adapter leurs usages de manière à ne pas se mettre dans des situations à risque. Et être à l'écoute de ce que les autres parents, des parents des amis de vos enfants peuvent dire, parce que les parents des amis vont se confier à leurs parents en disant ah, il y a une telle, un tel sur les réseaux sociaux. Et donc, ces parents-là peuvent être de bons relais d'information. Très bien. Pouvez-vous nous donner quelques recommandations sur les applications pour réaliser le contrôle parental? Ça peut-être qu'on en fera un petit résumé que je mettrai sur le site. Et puis Jacques apparemment aussi a des infos sur son site. Donc il y a des repères sur Internet pour ça. Voilà. Et encore une fois, ça n'exclut pas l'échange. Enfin, c'est pas la solution magique. C'est un élément indispensable. Les outils de contrôle parental, il faut en avoir. Mais c'est pas la solution magique. Ça marche pas tout seul. C'est la discussion et l'échange qui permettent vraiment d'avancer. Les jeunes sont-ils conscients des implications liées à l'utilisation des réseaux sociaux, addiction, cyberharcèlement, vie privée? Qu'en pensent-ils? Alors, en fait, malheureusement, en général, ils en prennent conscience quand ils y sont confrontés, et parfois avec des situations dramatiques, mais non, ils n'ont pas forcément justement ce recul. Ils prennent pas forcément conscience des conséquences de leur acte. Et ça fait partie de l'enfance et de l'adolescence aussi, donc c'est important de sans les affoler, les prévenir, leur donner tout simplement les bons réflexes, les accompagner dans ces usages et se sortir de l'idée que parce qu'ils sont nés dans des années où ce numérique était très présent, qu'ils n'ont pas une connaissance innée de ces outils. Et en tout cas, pas les bonnes règles d'utilisation. Je crois qu'effectivement, l'idéal, ce serait que les parents prennent un moment pour discuter de tous ces outils avec leurs enfants. À partir du moment où on leur confie encore une fois soit un ordinateur, soit un smartphone, soit une tablette, leur expliquer les tenants et les aboutissants de toutes ces applications, en particulier le modèle économique. Alors, on va peut-être pas employer le mot modèle économique pour des enfants du primaire ou des collégiens, bien sûr. Et puis, il ne faut pas croire qu'on est dans un monde de bisounours. Et voilà, c'est parfois le petit blond très sage au fond de la classe qui va poser des problèmes. Voilà, ça peut être n'importe quelle famille peut être touchée. Il n'y a pas de règle dans ce cas-là. Donc, il faut toujours être extrêmement attentif à ce qui peut se passer. Personne, vraiment personne, même pas moi, ne sommes à l'abri d'un problème. Oui, et puis je pense que ce qui est difficile, là encore, ce qu'on a dit, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est que ce qui est virtuel a des implications réelles. Et ça, je crois que c'est vraiment notre travail de leur montrer que c'est pas en dehors de la réalité, c'est la réalité. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment un travail qu'on peut faire avec eux sur ce point-là. Autre remarque, non, ça c'est des remerciements, très bien. Comment intervenir auprès de son adolescent en première quand il peine à gérer son addiction au téléphone, surtout pour des jeux, et qu'il est vindicatif sur le sujet? Alors, il y a déjà eu dans le question-réponse des réponses qui ont été apportées, être patient, établir une relation de confiance, ce qui prend du temps. Dans les cas difficiles, consulter un professionnel. Et autre réponse, définir avec lui des règles a priori, pas tel jour, telle minute, etc., à définir ensemble et ensuite se faire aider du contrôle parental pour les respecter et évidemment l'application Infaminium qui peut être une aide aussi. Est-ce que vous voulez compléter sur cette problématique un peu particulière? Parce que c'est vrai, quand ils sont assez grands, 16, 17, 18 ans, ils sont conscients souvent de la difficulté, on arrive à en parler, mais ou pas. Là, on nous dit que voilà, il y a un ado qui peut être vindicatif sur le sujet, c'est pas toujours très simple. Alors, voilà, idéalement, effectivement, ça peut être le travail d'un spécialiste, d'un psychiatre ou d'un psychologue pour les cas les plus graves, mais il faudrait savoir
pourquoi cet enfant passe autant de temps, ce grand enfant, ce grand ado, hein, en première, passe autant de temps sur les jeux vidéo. Euh, on parle de dépendance, d'addiction aux jeux vidéo lorsque vraiment il y a une rupture de la vie sociale, lorsqu'il y a un effondrement des résultats scolaires, lorsque l'adolescent refuse de sortir avec ses amis et préfère passer du temps avec les réseaux sociaux, pardon, sur les jeux vidéo, lorsqu'il va passer ses nuits sur les jeux vidéo. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce comportement? Alors, ça peut être, voilà, l'adolescence est un moment où on commence on se rend compte que on n'est pas toujours récompensé à la hauteur de ses efforts dans la vraie vie. On peut être très très bon élève et pour une raison ou pour une autre, rendre une copie nulle, avoir une très mauvaise note. Euh, et par contre, dans les jeux vidéo, on est toujours récompensé à la hauteur de ses efforts. Et donc la tentation à l'adolescence peut être d'aller se réfugier dans les jeux vidéo où voilà, on va être récompensé. Voilà. Il y a aussi, d'après les psychiatres que j'ai interrogés à ce sujet, les enfants, les adolescents qui deviennent accros, addicts aux jeux vidéo, c'est souvent, ils sont dans des familles, soit qui sont extrêmement exigeantes sur le plan scolaire. Là encore, l'enfant va préférer se réfugier dans les jeux vidéo que être bon sur le plan scolaire. Ou alors, la famille vit un moment difficile, séparation entre les parents, etc., ou autre moment difficile, et l'enfant, l'adolescent, va encore une fois aller se réfugier dans les jeux vidéo. Alors, peut-être qu'une réflexion sur ce que vit l'enfant, soit dans sa vie personnelle, sa vie scolaire, ou dans sa vie familiale, peut peut-être aider déjà. Axel, vous vouliez compléter? Non, je pense que c'est effectivement... après, alors là, s'il y a un cas très spécifique, un peu de comportement exclusif autour du jeu vidéo, effectivement, je partage l'avis de Jacques. Après, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression en tant que parent que l'enfant est dans un comportement addictif, alors que tout simplement, l'essentiel de sa vie sociale passe par là. Donc, ça donne l'impression d'une omniprésence de, de, de cet écran. Une bonne recommandation à leur faire peut être déjà aussi de stopper ces notifications. Parce que les notifications sur les smartphones, c'est une sollicitation permanente, en fait, qui ne laisse jamais de répit. On a le droit de se déconnecter un peu. On n'est pas obligé d'être tout le temps disponible. Donc, il y a le fait de bloquer les notifications, enlever aussi les options sur les réseaux sociaux qui indiquent qu'on est en ligne. Ce n'est pas parce qu'on est en ligne qu'on doit être sollicité. On n'est pas obligé de montrer aussi qu'on est là, disponible, prêt à recevoir un message. Donc, apprendre aussi comme ça à prendre de la distance avec ce type de réflexe. Et puis, chercher à se les appliquer aussi en tant qu'adulte parce qu'on doit montrer l'exemple, c'est important. C'est difficile de faire passer des messages si soi-même on est scotché ou on mange avec son téléphone à table. Donc, et je pense qu'à cet âge-là, évoquer l'économie du numérique, comprendre comment ils sont informés, comment les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent, comment effectivement nos données nourrissent et font vivre ces réseaux. Ça peut être une manière aussi d'être sensibilisé, d'apprendre à prendre de la distance, voilà, d'avoir un comportement aussi citoyen, éclairé vis-à-vis de ces usages numériques. Et puis peut-être pour ajouter juste un mot, je pense que les jeux vidéo comme les réseaux sociaux, nos adolescents peuvent en faire un usage tout à fait positif, ludique, de lien, enfin voilà. Et donc il ne faut pas s'effrayer si nos ados passent un peu de temps soit sur les réseaux sociaux, soit sur les jeux vidéo, mais c'est l'excès qui est extrêmement problématique. C'est-à-dire qu'un élève qui va y passer trop de temps, ou un élève qui en fait, enfin un enfant qui en fait un mauvais usage, comme ceux qu'on a énumérés ce soir, c'est là où ça devient évidemment très, très problématique. Et vous évoquiez la nuit, le sommeil, ça c'est un des points de vigilance, c'est-à-dire que l'écran peut tout à fait se retrouver dans le lit et l'ado le garder, y passer très très longtemps, ne pas dormir, ce qui a plein de conséquences ensuite. Et ça, si on n'est pas vigilant sur le contrôle parental, sur le fait que le Wi-Fi est coupé à partir d'une certaine heure, etc., là, ça peut être embêtant. Ils sont assez forts pour nous cacher tout ça. Donc voilà, oui, il y a une vigilance, un apprentissage pour qu'ils fassent un bon usage des jeux vidéo, bon usage des réseaux sociaux. C'est un peu ce qu'on espère tous.
Écoutez, je crois on a fait le tour des questions qui nous étaient posées. Je vais Oui. laisser la parole à Micheline pour conclure. Juste dire merci beaucoup, bien sûr, à tout le monde. C'était vraiment très intéressant. Je voulais aussi vous dire que ce n'est pas juste un événement ponctuel et que cette réflexion s'inscrit dans un travail qu'on fait depuis des années déjà, avec des conférences aussi, en discutant avec la direction, les professeurs. On va continuer. Et je pense que, juste en écoutant Axel, Monsieur Chevalier, enfin, Jacques, Monsieur Parent, il y a déjà deux aspects qu'on pourrait aborder. D'abord, peut-être aussi, en partant des questions, de vos questions, une conférence ou une information des élèves. Jacques, tu en avais parlé, Axel aussi. Leur montrer ce que Axel vous avait dit en privé avec votre enfant. On pourrait aussi penser à faire une conférence ou des informations plus larges en montrant aux élèves ce qu'on peut faire à partir de leurs photos qui sont sur Instagram. Voilà, donc ça c'est peut-être une piste. Et la question qui revient aussi souvent, c'est qu'est-ce que font les autres familles? Est-ce que je suis le seul parent méchant? Là, l'idée de Monsieur Chevalier qu'il avait évoquée, je trouve qu'elle est vraiment excellente, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une espèce de charte de tous les parents d'un niveau ou de deux niveaux pour se fixer, pas des règles obligatoires bien sûr, mais des idées, ce qu'on fait, Instagram à quel âge, pour qu'on ne soit pas le seul parent et qu'on n'entende pas toujours, mais tout le monde l'admet et pas toi, voilà. Et puis, juste pour vous dire aussi, si vous avez des questions ponctuelles, n'hésitez pas à nous écrire. Nous avons à l'association des gens, des parents extrêmement compétents qui peuvent vous expliquer les règles de contrôle parental, par exemple. Donc, admin@apea.net, n'hésitez pas. Et si nous, on n'a pas la réponse, on vous indiquera des personnes qui peuvent vous aider. Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur Parent, Monsieur le Chevalier. Jacques, Axel, c'est pour ce webinaire. Merci beaucoup, merci à tous, merci pour vos interventions, merci pour les questions. Il est temps de montrer l'exemple à nos enfants et de quitter nos écrans. Ouais. Et d'aller dîner avec eux, oui, c'est la bonne conclusion. Écoutez, il y a eu plus de 90 participants à un moment donné, donc voilà, merci beaucoup. Comme le disait Micheline Kingston, on refera des conférences sur ce thème-là. Donc à très bientôt. Merci, très bonne soirée. Merci à Au revoir. vous. Bonne soirée.